Avec son chariot bien rempli, Philippe Drougard espère faire sensation dans les rayons de cette grande surface. Pour attirer l'attention, il a vu grand, très grand. Une pyramide de bouteilles, avec au sommet son produit phare, celui qui fait la fierté de son entreprise, le rosé pamplemousse. Monsieur, le rosé pamplemousse de Parthenay. Reste maintenant à convaincre les clients, ou plutôt les clientes. Ce sont elles qui, après avoir goûté, apprécient le plus. Vous connaissez le rosé pamplemousse? Eh ben voilà. Sauf que là, il est fabriqué à 2 km de chez vous. C'est bon? Qu'est-ce qui vous plaît dans le rosé pamplemousse? C'est pas fort. C'est sucré et c'est très doux, donc c'est pour les femmes. Qu'est-ce qui vous a plu? J'aime bien le goût, c'est assez léger, c'est fruité, j'aime bien. C'est plutôt vous ou votre mari qui en buvez? C'est lui qui a goûté, c'est moi peut-être qui va le boire. Il arrive à convaincre les clients avec le goût. Mais son principal argument, c'est surtout le prix. Mais ça doit être cher. Alors combien dites-moi combien? Je sais pas, 3, 4, 5, 6 euros. 2,70 €. C'est pas vrai. Ce rosé, mélangé à du pamplemousse, vendu à très bas prix, c'est l'une des dernières trouvailles marketing pour vous faire consommer au beau jour toujours plus de rosé. Oui, d'accord. Un produit de la région. Le rosé, c'est le vin de l'été. À cette période de l'année en France, c'est même le vin qui se vend le plus, devant le rouge et le blanc. L'an dernier, les Français en ont bu 800 millions de litres, l'équivalent d'1 milliard de bouteilles. Du coup, dans les supermarchés, il envahit les rayons sur des dizaines de mètres. Et on lui réserve la place de choix juste à l'entrée du magasin. Un produit incontournable pour tous les patrons de grandes surfaces. Si j'ai pas ce secteur en entrée de magasin, je perds un chiffre d'affaires qui est assez conséquent. Ce qui fait le succès de cette boisson, c'est surtout son prix, autour de 3 €, et même à moins de 2 €. Un paradoxe. Car à ce tarif si bas, les bouteilles sont pourtant chic et soignées. Le rosé lui-même s'est amélioré, bien loin de l'infâme piquette qui, il y a quelques années encore, faisait mal à la tête. Il y a des bons rosés maintenant. Je ne bois plus que ça à l'apéritif. Voilà, c'est un même plaisir. Alors, quels sont les secrets des vignerons et des industriels pour produire des vins aussi bon marché? Et comment parviennent-ils à faire de ce produit très populaire un incontournable des vacances? Il a beau être à petit prix, le plus surprenant avec le rosé, c'est qu'un endroit unique au monde lui est consacré. Cette bastide, nichée au cœur de la Provence, abrite un centre de recherche entièrement dédié au rosé. Pour se faire une véritable culture du vin rosé. Ici, à longueur d'année, œnologues, cavistes et viticulteurs dégustent des rosés du monde entier. Depuis 15 ans, ils élaborent ainsi une base de données scientifiques qui recense terroirs, cépages et arômes. Une variété insoupçonnée. Voilà, pour le nez, donc floral, rose, violette, chèvrefeuille, agrumes, pamplemousse, orange, citron, etc. Et après la bouche, c'est pareil. On décide en fonction de ce qu'on a dans la bouche, si c'est minéral, si c'est de l'acidité, s'il y a du sucre. On y retrouve des arômes facilement identifiables, comme la mûre, la vanille ou le citron, et d'autres bien plus étonnants, comme le silex, la craie et le pétrole. Toutes ces données collectées, les vignerons et les négociants y ont accès pour élaborer leur propre rosé. Et ils peuvent même décider à l'avance de la couleur qu'il aura. Sous le feu des projecteurs, ici, on immortalise sa robe. C'est essentiel, car le rosé est aujourd'hui le seul vin que le consommateur choisit en fonction de sa couleur. Maintenant, on rentre dans le laboratoire pour poursuivre le travail. Dans cette pièce sécurisée, les scientifiques ont donc recensé toutes les teintes possibles des rosés existants sur la planète, pour arriver à cette palette de 143 couleurs différentes. Le Centre du Rosé a été la première structure à créer ces nuanciers sur la couleur des vins. Donc on a créé différents modèles qui permettent de juger de la couleur des vins à partir d'un système de petites cases et de touches colorées qui nous permettent de dire tel vin a une couleur pêche, une couleur saumon, abricot, corail. Un travail minutieux,
qui a permis au rosé de s'améliorer ces dernières années. Étonnamment, cette montée en gamme ne l'a pas rendu plus cher. Car par nature, c'est le vin le moins cher à produire. En Provence, berceau du rosé, on en sait quelque chose. Près de Brignoles, Yves Julien est à la tête de 45 hectares de vignes qu'il surveille avec soin. Si, mais regarde, c'est quand même bien floraison. On en est début floraison, on fait début de floraison et c'est vrai que c'est une fleur qui est très discrète par rapport à d'autres fleurs. Dans 10 jours, il n'y aura plus de fleurs et après il y a le grain qui commence à se former. Dans sa famille, on fait du rosé de père en fils depuis 3 générations. C'est son grand-père qui, en 1933, achète le domaine, à l'époque plutôt rustique. Mais au fil du temps, grâce à la vigne, la famille a bien prospéré. Donc il y avait principalement cette maison, donc dans cette maison il y avait l'écurie, il y avait les greniers à foin. D'ailleurs même à l'origine, avant qu'il y ait la cave, je pense que par derrière il y avait une cave, il faisait le vin, il y avait quand même quelques tonneaux, une cuve enterrée, il faisait quand même du vin à l'origine dans cette maison. Aujourd'hui, Yves Julien vend 300 000 bouteilles de rosé par an. Un vin économique à produire, car très rapide à élaborer, beaucoup plus que le vin rouge. Pour faire un bon rosé, il faut récolter le raisin rouge à la fraîche, la nuit si possible. Une fois vendangé, le raisin est envoyé dans d'immenses cuves pour être pressé. À ce stade, le jus est blanc et c'est au contact de la peau rouge qu'il va se colorer. Contrairement au vin rouge, on filtre le jus après seulement quelques heures de macération. C'est ce qui lui donne cette couleur claire. Après 3 semaines de fermentation, il est prêt à être consommé. Pour le vin rouge, c'est beaucoup plus long, souvent plusieurs mois. On retrouve le produit. Donc on regarde la couleur au nez et en bouche. Et là, il est bon à boire, là. Ah oui, il est bon à boire. Oui, c'est pas de problème. C'est donc d'abord pour cette raison que le rosé est si peu cher à produire. Il n'y a aucun frais de stockage. En à peine un mois, le vin est prêt à être vendu. Son rosé, Yves le commercialise de 2 manières. Un peu par fierté familiale, il conditionne lui-même une partie de son vin, sous son nom de domaine. Les consommateurs le payent 5 € la bouteille. C'est un peu cher, mais il est classé AOC, appellation d'origine contrôlée. Une appellation qui garantit un terroir bien précis, un cépage de meilleure qualité et des conditions de production très exigeantes. Mais Yves a aussi d'autres parcelles de vignes de moindre qualité, classées L, IGP, indication géographique protégée. Sur ces terres, les normes sont plus souples. C'est ce vin qu'on retrouve dans la grande majorité des rosés à petit prix que nous consommons. Ce vin, Yves ne l'embouteille pas lui-même. Il le vend à une coopérative située à quelques kilomètres du domaine, Estendon Vigneron, l'une des plus grosses caves du Var. Philippe Brel, le directeur, achète de gros volumes de rosé en vrac à plus de 250 viticulteurs de la région. De l'AOC bien sûr, mais aussi de l'IGP, qui coûte 50% moins cher. Donc effectivement, le vin arrive ici par citerne, comme celle-ci. Et donc nous avons notre caviste là qui est en train effectivement de pomper le vin à partir de la citerne qui vient de la propriété, qui vont être filtrés soit cet après-midi, soit demain, et qui seront mis en bouteille dans les 15 jours qui viennent, en fonction de notre planning de production. Parfois, la production d'un vigneron ne suffit pas à élaborer un seul rosé. Alors, Philippe va devoir assembler plusieurs vins. Cela se passe en laboratoire avec une équipe d'œnologues. On a 4 cuves là, c'est ça? C'est cela. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est un lot de 10 000 bouteilles. C'est ça. Comme il y en a dit, 10 000 bouteilles. Hein. On veut faire 10 000 bouteilles de cette cuvée. Gaëtan, votre verre, il est là. Pour leur nouvelle cuvée, baptisée Lumière de Provence, ils ont retenu 4 échantillons de rosé, à partir desquels ils veulent obtenir un vin plutôt clair et assez fruité. Catherine, qu'est-ce que tu en penses?
On a des profils quand même assez différents. On a des cuves qui sont assez marquées agrumes, tilleul sur les deux premières, surtout la deuxième qui est vraiment qui sort vraiment du lot. très expressive, avec un joli volume en bouche, une belle longueur, c'est assez fin. C'est en dégustant une à une ces 4 variétés qu'ils vont élaborer leur recette. Fruits rouges. Oui, le quatrième, je suis d'accord, moi je l'aime un peu limite écarté. Quoi. Un petit peu plus sec. Ouais. Moi je pense qu'il faut partir comme base sur la cuve 35, non pour le côté fruité, un peu qu'on a relevé tout à l'heure, et qui peut apporter peut-être aussi un peu de volume en bouche. On essaye sur 80-20. Oui, peut-être. C'est une première approche et après on affine. Il leur faudra plusieurs essais pour définir le bon dosage. Leur nouvelle cuvée ainsi assemblée sera mise en bouteille sur le site dans quelques jours. Ça va. Une étape importante qui va peser sur le prix de vente final. Suivant la qualité que vous choisissez, pour la bouteille, pour l'étiquette, pour la capsule, pour le carton, le coût peut aller du simple au triple. On va dire en gros de 0,60 à 2 €. En jouant sur la qualité du vin et sur les volumes, Philippe arrive à faire baisser le prix de la bouteille, vendue 3 € seulement en magasin. Mais d'autres négociants parviennent à proposer des prix encore plus bas, en faisant venir le rosé de très loin. D'un côté, la carte postale, l'insouciance des touristes qui profitent du soleil niçois sur la Côte d'Azur. De l'autre, des professionnels du vin comme Raymond Giambagli en pleine activité. Allez, il se met en place comme ça, tu t'en occupes. Il est négociant en vin, spécialisé dans le rosé. T'as contrôlé tous les départs? Du haut de gamme jusqu'au premier prix. Il achète le vin, le met en bouteille et le revend en faisant un bénéfice au passage. C'est pendant l'été qu'il fait l'essentiel de son chiffre d'affaires, alors Raymond veille de près au bon déroulement des opérations. Combien il y a de palettes sur ce camion-là? Combien? Une quinzaine de palettes? S'il est un peu tendu, c'est qu'il attend une livraison importante, qui arrive enfin. Ce camion a parcouru plus de 1200 km avant d'arriver dans l'arrière-pays niçois. Il arrive tout droit de Manzanares, une ville viticole du sud de l'Espagne. Dans cette citerne, 25 000 litres de rosé. Aussitôt, Laurent, l'œnologue de l'entreprise, grimpe sur le toit du camion. C'est lui qui va autoriser ou non le déchargement du rosé. Là, je suis en train de prélever un échantillon et contrôler le vin à l'arrivée de la citerne. C'est un rosé IGP, indication géographique protégée. Il ressemble au vin français, à une différence près. De taille, son prix. Pour ces 25 000 litres, Raymond a déboursé seulement 15 000 €. Donc aujourd'hui, le marché espagnol se situe entre 40 et 50 € le degré hecto, ça veut dire entre 40 centimes et 50 centimes le litre. Un prix d'achat imbattable. En France, pour la même citerne, Raymond aurait payé 5 fois plus cher. La différence, c'est qu'en Espagne, la main-d'œuvre est moitié moins chère et là-bas, la réglementation est aussi moins stricte. On peut irriguer les vignes de manière massive pour augmenter leur rendement. C'est bon, c'est fruité, hein, c'est correct. Hein. On va pouvoir déballer là. Hein. Donc on va ouvrir les vannes. Le rosé espagnol est ainsi acheminé par ce gros tuyau jusqu'aux cuves de l'entreprise. D'immenses réserves telles des coffres-forts où Raymond stocke tout son fonds de commerce. Des milliers de litres de rosé qui permettront de sortir 35 000 bouteilles. Et le prix de revient pour Raymond est très enivrant. Seulement 60 centimes d'euros la bouteille. Oui, effectivement, on a une rotation assez rapide qui permet d'aussitôt acheter les vins, les mettre en bouteille et les revendre. Donc oui, effectivement, le rosé aujourd'hui est une affaire rentable. Des cartons comme celui-ci, Raymond en vend des centaines chaque jour. Une fois en magasin, cette bouteille de rosé ne coûtera que 2 €.
Et même s'il est obligé d'indiquer la provenance, il évite de la mettre trop en avant sur l'étiquette. Produit d'Espagne, c'est écrit au dos de la bouteille et sur une étiquette plutôt discrète, presque transparente. Ça peut faire fuir les clients, le fait que ça vienne d'Espagne? Effectivement, toute la subtilité qu'un bon nombre d'embouteilleurs utilisent est de mettre le produit d'Espagne derrière. Alors non pas parce que ce ne sont pas des produits qualitatifs, mais nous essayons de capter une attention visuelle et marketée plutôt que de capter une attention sur le vin en premier. Aujourd'hui, il commercialise du vin espagnol sous 6 marques différentes. Et le succès est incontestable. Avec ce rosé premier prix, il réalise chaque année 300 000 € de chiffre d'affaires, avec un bénéfice de 60 000 €. Et si son vin se vend si bien, c'est que comme tous les autres, il porte un soin particulier à la présentation, de la bouteille jusqu'aux étiquettes. Sur le créneau du rosé, tout est permis. Les professionnels cassent les codes et s'autorisent toutes les folies. Pour ce vin festif et décontracté, on trouve des bouteilles ovales, carrées, opaques, des bouchons à vis ou en verre, mais aussi des étiquettes que l'on ne verrait nulle part ailleurs. Des smileys pour les jeunes, des fleurs et des petits cœurs pour les femmes. Un travail marketing bien réfléchi, car l'étiquette est l'élément clé qui va déclencher l'achat. C'est le seul moyen de faire la différence dans les rayonnages, où plus de 900 marques sont en concurrence. David Fray est un homme qui aime les défis. Il n'est pas vigneron, lui, sa spécialité c'est le marketing. Il y a 9 mois, il a décidé de lancer sa propre marque de vin, Chemin des Provences. Et pour cela, il a sélectionné le vin élaboré par un petit viticulteur de la région. Parce que faut que je passe prendre des échantillons à la cave coopérative à la Sainte-Victoire. Et sur ce marché très concurrentiel, il n'a pas le choix. Son produit doit marquer les esprits. Il le sait, la Provence est un mot qui fait vendre. Alors sur son étiquette, il a opté pour un rappel des traditionnelles crèches provençales. Graphisme, dessin, trouver la bonne combinaison n'a pas été une mince affaire. Là, on est sur une étiquette qui... ici, on trouvait qu'il y avait trop d'écriture, c'était trop fermé. Le deuxième, il faisait plus allusion à du pétillant, donc on trouvait ça dangereux parce que finalement, on avait l'impression qu'on était plutôt sur du pétillant. Et on a eu l'idée d'intégrer un dessin d'un village provençal qui pouvait rééquilibrer finalement les étoiles. Selon lui, l'étiquette doit être épurée en noir et blanc, avec le détail qui fera toute la différence. Quand on passe dans un rayonnage où il y a une offre assez importante de vin, sur l'ensemble des étiquettes, il n'y a qu'une seule étiquette où il y a des petits points. Et c'est la nôtre. Les gens, ça leur parle qu'une étiquette à petits points, et c'est plus facile de dire j'ai bu du rosé, je me souviens plus du nom, mais elle avait des petits points. À quelques jours du lancement de sa marque, la pression monte pour David. S'il rate son étiquette, c'est l'échec assuré pour son rosé. Bonjour Thierry. Bonjour. Il a rendez-vous avec le graphiste pour valider un élément essentiel. Je vais regarder les papiers. Oui, on va regarder le choix du papier. Le standard sur les étiquettes, on travaille à quoi? Ouais, on est sur du 90 grammes là. On est sur du 90 grammes. Il en existe des dizaines. Épais, transparents, blancs ou écrus. Et selon le choix que l'on fait, on ne peut pas utiliser n'importe quelle encre. Avec l'autocollant? En adhésif, hein. Ouais, on a le premier risque, c'est l'encre, la visibilité de l'encre, comment elle va apparaître sur la bouteille. Il faut que ça soit propre, il faut que ça soit net, il faut que les écritures soient très claires. Le deuxième risque, c'est de se tromper sur le choix de la texture. Elle est très importante pour l'image du produit. On peut voir avec la qualité du papier. Avoir un papier glacé donne une image moderne du produit. Nous, dans notre esprit, on aimerait aller sur un papier qui a plutôt tendance à aller sur un type de papier parchemin. Ça donne une image assez sympathique. Assez authentique. Exactement. David va devoir débourser 18 000 € pour imprimer 60 000 étiquettes, soit 30 centimes l'unité. Un budget marketing très conséquent, rapporté au coût de la bouteille.
Sur une bouteille qu'il vend 2,20 €, le rosé lui coûte 40%. La bouteille, 20%. Et rien que pour l'étiquette, c'est encore 20%. Les 20% restants, 40 centimes par bouteille, représentent sa marge. Mais dans la course au petit prix, certains ont trouvé le moyen de proposer des vins encore moins chers. Cette fois, ils viennent de France, mais c'est la bouteille qui a disparu. À première vue, ce camion n'a rien d'exceptionnel. Et pourtant, c'est un prototype unique, une prouesse technologique. Il sillonne la France entière de domaine en domaine. Et en un rien de temps, il se transforme en petite usine ultra-moderne. Il fait escale près de Bordeaux, au château Haut-Champion. Le propriétaire de ce camion high-tech, c'est Jean-Paul Lafage. Salut! Comment ça va? Salut Jean-Paul. Ça va? En forme? Ouais. Bon, ça a à peine démarré, tu vois, là, on vient juste d'aviner. Il vient à la demande des vignerons conditionner leur vin. Chez lui, plus de bouteilles. Il a fait un choix radical. Rendre moderne et pratique un objet très populaire, synonyme de discount, le cubi. Aujourd'hui, on appelle ça le bib, le bag-in-box, littéralement le sac dans la boîte. Ceci, le cubi du 3e millénaire, il est magique parce qu'il conserve le vin pendant plusieurs mois entamé. C'est ça l'intérêt du bag-in-box. Tout ça grâce à ce robinet fixé à la poche. La poche, elle est coupée, elle est amenée à la tête. On fait le sous-vide, on envoie 3 litres de vin. Avec ce robinet, on peut se servir juste un verre de rosé sans que l'air ne remonte à l'intérieur. Il n'entre pas en contact avec le reste du vin. Du coup, le rosé ne s'oxyde pas et se conserve plus longtemps. Aujourd'hui, Jean-Paul Lafage se bat pour promouvoir son bib. Selon lui, on peut mettre même des grands vins dans un bag-in-box. Mais certains préjugés sont tenaces. Non, il y a 15 ans, je prenais des portes parce que quand on me disait mettre mon vin dans un bag-in-box, je ne veux pas en entendre parler. Les gens pensaient que la bouteille était le gage de la qualité. La bouteille n'a jamais fait le vin. La bouteille, elle permet de transporter le vin. Et on va fermer l'eau. Et Jean-Paul Lafage a bien fait de persévérer. Ses affaires se portent bien. Ici, près de Bordeaux, il a même ouvert un bar avec des murs entiers de bag-in-box. Du rouge, du blanc et bien sûr du rosé. La raison de son succès, c'est le prix. Cet emballage est moins onéreux qu'une bouteille et il contient beaucoup plus. Du coup, le rosé contenu dans ce bag-in-box est vendu 20% moins cher que s'il était présenté en bouteille. Un tarif avantageux, plébiscité par les clients. Aujourd'hui, plus d'un vin sur 3 produit en France est commercialisé sous cette forme.